Merci beaucoup Simon Guillain. Éric Ciotti est notre invité. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1. On est à 4 jours du premier tour, Monsieur Ciotti, avec des intentions de vote qui montrent toujours un rassemblement national très haut, tout comme l'Alliance Nouveau Front Populaire. Moi, j'ai le sentiment que les Français voient les bisbilles politiques, voient le combat des chefs à plumes, voient les bagarres judiciaires et se disent, est-ce qu'ils parlent de nos problèmes? Est-ce qu'ils parlent de nos préoccupations? Avant de vous passer la parole, j'aimerais qu'on écoute ces Français. Ils ont été interrogés à Tulle par Thibault Marcheteau. Écoutez ce qu'ils nous disent. Déjà en premier, vous savez, là, les retraités, on a des petites retraites. On serre des fois la ceinture sur pas mal de choses pour pouvoir vivre. Il y a ça, et puis la guerre partout, comme il y a, mais ça, c'est l'éternel problème. Après, le pouvoir d'achat, effectivement, la sécurité. Après, la guerre, de toute façon, ça va de soi. Mais c'est surtout ça, ouais. Ça serait bien que ça change, que le français soit un peu valorisé. Plus de personnel dans l'éducation nationale et dans le domaine de la médecine, dans les hôpitaux et tout ça. Principalement le pouvoir d'achat, évidemment, comme tout le monde. Un petit peu, je ne suis pas d'accord avec vous. On est oublié, on n'existe plus. Les retraités à l'heure actuelle n'existent plus. On vit comme on peut vivre, mais c'est tout. L'emploi, les salaires, les gens y galèrent. Je pense qu'il y a quand même un gros fossé entre la vie quotidienne et les lois qui sont votées à Paris. Voilà pour ce que disent les Français, Éric Ciotti. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Ils ont raison. Et le programme que nous portons dans la coalition des droites avec Jordan Bardella s'attaque à ces sujets qu'on vient d'évoquer légitimement les Français. Ces oubliés. Le pouvoir d'achat. Notre mesure de baisse de la TVA dès le mois de juillet sur les carburants, l'électricité, le gaz, c'est une mesure puissante pour le pouvoir d'achat. La sécurité, on voit bien que c'est au cœur des préoccupations. Quand nous voulons mettre en place les peines planchers, les courtes peines, supprimer l'excuse de minorité pour lutter contre la délinquance des mineurs, rétablir ma loi qui permettait de supprimer les allocations familiales aux parents qui ne respectent pas leur devoir d'éducation. Tout ça, ce sont des réponses concrètes. Les Français parlaient de l'inquiétude face au fonctionnement des services publics, notamment en zone rurale, l'école, l'hôpital. Ce sont des sujets essentiels. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Plus on dépense, on a le record d'Europe de dépenses publiques, on gaspille beaucoup d'argent. Mais nos services publics fonctionnent de moins en moins. Les Français ne peuvent pas comprendre. Ils sont pressurés d'impôts. Là, on a le record du monde des impôts et des taxes. Et malgré cela, on a des services publics qui sont défaillants. L'école ne rend plus le service qu'elle devrait rendre. L'hôpital public ne rend plus le service qu'il devrait rendre. La justice, qui aujourd'hui est très longue, sans parler de la réponse pénale. Donc c'est tout ça auquel il faut s'attaquer. Vous avez raison de dire les querelles dans ces moments aussi essentiels sont un peu dérisoires. Un peu décalés par rapport à ce que vivent nos compatriotes en permanence. Un tout petit mot des retraites, parce qu'ils nous ont beaucoup parlé des retraites. Quel est le programme exact sur lequel vous vous arrêtez, Éric Ciotti? D'abord, sur les retraites. Ce dont parlent les Français, manifestement, il y avait beaucoup de retraités que vous avez interrogés, c'est la faiblesse des petites retraites. Des pensions. C'est la faiblesse, du coup, de leur pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat des retraités a été durement attaqué par l'augmentation des produits alimentaires, par l'augmentation du carburant, de l'énergie. Nous nous attaquons à tout cela. Et donc, il faudra demain répondre à cette attente du pouvoir d'achat. Quant à la réforme des retraites, on en a beaucoup parlé, je vois bien que certains... 60 ans, 62 ans, 66 ans, il y a... Certains veulent faire des polémiques. Ce que dit Jordan Bardella, qu'est-ce qu'il dit, l'a dit, c'est pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, quelquefois à 16 ans, lorsqu'ils ont 40 ans d'annuité, ils peuvent partir à 60 ans à la retraite. C'est une mesure de justice. Et moi, elle n'est pas contradictoire avec ce que j'ai défendu. Je vois que certains veulent installer des débats. C'est une des dispositions que l'on avait tenté de négocier pendant la réforme des retraites. On l'avait obtenu pour certaines classes d'âge, on ne l'avait pas obtenu pour ceux qui avaient commencé à travailler à 18 ans, parce que ceux-là devaient encore partir à 63 ans. Donc il y a une mesure de justice. Pour le reste, l'audit des comptes publics que nous allons faire, parce qu'il y a beaucoup de cadavres dans les placards budgétaires, démontrera et donnera
les marges de manœuvre. Ce sont des budgets insincères qui nous ont été Bien présentés, sûr. Monsieur Quand Ciotti. on vote un budget avec 4,9% de déficit et qu'on arrive à la sortie à 5,6%, c'est naturellement un budget volontairement insincère. C'est grave. Le Conseil constitutionnel n'aurait pas dû valider ce budget qui a été présenté par M. le maire. Quand vous êtes rangé derrière François Fillon, vous aviez l'idée d'un choc fiscal avec des économies sur l'État social. Est-ce que ça, vous le retrouvez dans le programme commun que vous avez avec le Rassemblement national? Il y a des économies. Quand on propose de supprimer, je prends un exemple, les agences régionales de santé. On a vu pendant la crise sanitaire qu'elles n'ont fait que produire des normes. Aujourd'hui, elles empêchent telle ou telle structure, tel ou tel hôpital privé, clinique, d'obtenir un scanner. C'est des structures administratives qui sont faites pour empêcher. Et elles coûtent en plus. Donc il faut tout à la fois libérer les énergies et économiser de l'État. Il y a une immense réforme de l'État. 476 agences de l'État qui souvent doublonnent, cumulent des emplois avec d'autres. Et plus il y a d'agences, plus il y a de normes. Donc on a ce vent de liberté. Je note aussi une mesure très très importante que j'avais portée pendant la primaire et que je retrouve. Parler de choc fiscal. J'avais porté notamment la fin de l'impôt sur les successions, parce que pour moi c'est un impôt sur la mort. Lorsqu'on a payé des impôts pendant toute une vie et que lorsqu'on veut transmettre à ses enfants le patrimoine qui est le fruit de ce travail, eh bien l'État vient encore jusqu'à en prélever 45%. Eh bien on a dans le programme, et j'en suis très heureux, on a le fait que les patrimoines moyens qui seront transmis ne paieront plus d'impôt sur les successions. Le fait qu'on pourra transmettre l'outil travail sans droit, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était la cause d'arrêt de beaucoup d'entreprises familiales que les parents ne pouvaient pas transmettre à leurs enfants. Les grands-parents pourront transmettre plus facilement leur patrimoine. Ça veut dire qu'on pourra aussi dégeler une épargne qui est quelquefois stérile. Il y a 7 000 milliards d'euros d'épargne. Vous savez, si on débloque rien qu'1% de ces 7 000 milliards d'euros d'épargne, ça veut dire 70 milliards, on aura un choc de croissance positif qui créera des recettes supplémentaires. C'est cela notre politique économique. Éric Ciotti, il y a une très forte attente des Français. On le voit à chaque fois qu'on leur pose la question. Il y a un climat d'instabilité, d'inquiétude, parce qu'ils se disent qu'est-ce qui peut se passer au premier tour, au second tour. On a un président qui parle de guerre civile, un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il y aura des troubles à l'ordre public. Qu'est-ce que vous dites aux Français ce soir? Je dis que ces propos, ils sont extraordinairement dangereux. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur, jettent de l'huile sur le feu pour des raisons électorales. Voilà, ils veulent faire peur, ils jouent sur les peurs. Mais les Français n'ont pas peur, les Français ont besoin de confiance. C'est un peuple intelligent qui se dit, ceux qui nous gouvernent, ils ont failli depuis des années. Tous, ils ont failli. Ils nous ont mis dans cette situation. Moins de pouvoir d'achat, plus d'impôts, plus d'insécurité, plus de violence. Tout cela sur un fond où il y a plus d'émigration et plus de communautarisme islamiste. C'est le bilan de ceux qui nous gouvernent depuis 2012. Et aujourd'hui, ils se disent qu'il y a une espérance. Il y a une espérance avec le bloc des droites. D'autant que j'ai voulu casser cette espèce de cordon, de mur que certains avaient voulu ériger. C'était la gauche d'ailleurs qui avait érigé ce mur pour que les droites ne se rassemblent pas. Eh bien là, on a créé ce rassemblement. C'est inédit, ça me vaut beaucoup d'attaques. Ça me vaut beaucoup d'attaques de la part de mes anciens amis, mais qui, je crois, n'ont rien compris à ce qu'attendent les Français, mais ça me vaut beaucoup de soutien sur le terrain. Et pour moi, c'est ça qui compte, parce que moi, j'ai fait cette alliance dans la transparence. Droit dans les yeux. Je l'ai dit aux Français, à la télévision, au journal de 13h, de TF1, je ne me suis pas planqué, je ne me suis pas caché. Alors que quand je vois que certains qui m'accusent de tous les maux ont négocié dans les arrière-cours de l'Élysée des accords qui font qu'aujourd'hui, la moitié de mes anciens collègues n'auront pas de candidat Renaissance. Ça représente quoi, une trentaine de circonscriptions? 29, très exactement. Et qu'on ne mettra pas de candidat LR face à certains ténors Renaissance. Si ça, ce n'est pas un accord. Quand on me dit que certains négocient une coalition qui irait des communistes à M. Wauquiez, mais je crois rêver. Où on est? Où on est? Simplement... Le gaullisme est mort? Le gaullisme,
Jamais le gaullisme ne mourra. Le gaullisme, c'est un idéal, c'est une force, c'est la grandeur de la France, c'est l'amour de la France, c'est l'esprit de résistance, de dire que la France, elle n'est pas perdue, elle n'est pas finie, qu'il y a de l'espoir, qu'il faut rompre avec ces politiciens de circonstances qui ont abîmé le pays parce qu'ils n'ont pas de conviction, parce qu'ils font que de la communication, parce qu'ils n'ont pas de vision, et qu'on est à un moment historique. Oui, il y a un danger, vous parlez de danger. Le danger, il est à l'extrême gauche. Le seul danger, il est à l'extrême gauche. Avec M. Mélenchon, qui a porté des théories de haine, qui a attaqué les policiers, admirables de courage, il les a pris pour cible, qui a eu des propos inqualifiables après l'attaque terroriste du 7 octobre, qui a des comportements qui sont complaisants avec l'antisémitisme, avec certains candidats LFI qui sont même fichés pour leur violence. Donc le danger serait que M. Mélenchon soit à Matignon. Et je le dis aux Français, aujourd'hui, il n'y a pas 36 alternatives. Soit c'est M. Mélenchon à Matignon, et je crois que la France basculerait dans un régime qui ne serait plus le même, on ne serait plus vraiment en démocratie, soit c'est la coalition des droites, derrière Jordan Bardella, à Matignon. Le reste, ce sont des votes inutiles. Toutes les enquêtes d'opinion ce soir, il y en a eu 4 ou 5, démontrent qu'on est très largement en tête. Mais pas très loin, il y a le bloc d'extrême gauche. Et M. Macron, lui, il est décroché. Donc je dis à tous ceux qui, aujourd'hui, hésitent encore à voter pour ce centre mou impuissant, de dire je les appelle à nous retrouver, à dire qu'ils n'ont rien à craindre, si ce n'est l'espérance du redressement et du renouveau. On va remettre de l'ordre dans la rue et de l'ordre dans les comptes. C'est ça qui est essentiel. Éric Ciotti, est-ce que vous attendez encore quelque chose d'Emmanuel Macron? Peut-être va-t-il donner des consignes de vote pour le premier ou le second tour. Ni Rassemblement National, ni LFI. Il n'a pas encore visiblement choisi sa doctrine. Vous attendez quelque chose? Qu'il soit à la hauteur de sa fonction. Le moment est grave. Et jouer avec les peurs, je crois que ce n'est pas à la hauteur d'un chef de l'État qui doit être dans le respect des institutions, respectueux du vote des Français. Voilà. Les Français qui ont voté pour le Rassemblement national, comme ceux qui votent pour mes amis, ce sont des Français qui aiment la France. On ne peut rien leur reprocher. Au contraire, je crois que ce sont peut-être les premiers patriotes. Les stigmatiser comme certains le font. J'ai vu des propos me concernant, mais moi... Il y en a qui vous ont blessé, Éric Ciotti? Quand j'entends des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale, c'est tellement grotesque, c'est tellement ridicule. Moi, je prends de qui ça vient, c'est-à-dire de pas grand-chose. Mais ça blesse des Français. Ça blesse des Français parce qu'ils se sentent insultés, marginalisés depuis tellement longtemps. Et pourquoi eux, on ne les écouterait pas? Pourquoi leur voix ne compterait pas? Pourquoi ils n'espéreraient pas redresser le pays? Ce sont eux qui souffrent. Eh bien, c'est à eux qu'il faut donner une nouvelle espérance. Un tout petit mot, Éric Ciotti, de ce qui se passe en ce moment même devant la justice. Une nouvelle tentative de l'état-major, de ce qui reste des Républicains, pour tenter de vous démettre de votre poste de président. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous attendiez, qui était prévisible? Comment vous qualifiez ça? Je ne m'attendais pas à la violence et au ridicule de cette réaction. Mais quand je vois les alliances secrètes avec M. Macron, je comprends qu'il donne les ordres. Voilà. Et tout ça, c'est pas sérieux, alors qu'on est à un moment aussi grave, aussi important, et potentiellement porteur de tellement d'espérance. Au lieu de se rassembler, on est à 3 jours du scrutin. Certains sont... Je m'y intéresse même plus tellement c'est grotesque. Laurent Wauquiez, vous avez beaucoup dit de bien de lui à l'époque, en disant que c'est lui qui pourrait porter les couleurs de la droite en 2027. Il s'est rangé contre vous. Vous vous êtes trompé. Est-ce que lui avait envisagé à un moment une alliance avec le Rassemblement national? Il s'en défend. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais en tout cas, son attitude, oui, elle a été décevante et elle manque de courage, naturellement. Vous n'en direz pas plus? Non, parce que... Vous ne pouvez pas insulter l'avenir? Il a du talent, mais le talent ne suffit pas. Il faut du courage dans la vie politique. Et il y a des moments historiques, il faut savoir les saisir et pas être dans des calculs où on joue le chaos dans le pays pour mieux rebondir après. Ça ne marche jamais comme ça. Et puis, moi, je ne suis pas de ceux qui espèrent le chaos pour mon pays. Moi, j'espère le meilleur pour la France. Vous voulez le calme pour ce pays, alors que nous rentrons dans une période de turbulence, de toute façon, avec une crise peut-être gouvernementale, s'il n'y a pas de majorité claire? Je pense qu'un programme clair, un programme puissant,
sera soutenu très majoritairement par les Français. Moi, je crois que nous aurons cette majorité absolue parce que les Français ont envie de porter une nouvelle politique. Ils ont vu ce que les autres ont donné et ils ont envie de changer. Et ce changement, je le sens profondément sur le terrain aujourd'hui. Peut-être une question de Florian Tardif qui est avec nous, à Éric Ciotti. Florian. Peut-être une question au soir du second tour. Si vous n'avez pas la majorité absolue avec votre alliance donc, que vous avez créée aux côtés de Jordan Bardella, aux côtés du Rassemblement national, est-ce que vous appellerez vos anciens amis, les Républicains, aujourd'hui qui tentent de vous destituer, à vous rejoindre sous une même bannière? Oui, bien sûr, je pense qu'il y en a qui nous rejoindront, qui ne se tromperont pas de combat. Je n'imagine pas certains de mes amis rejoindre une coalition qui comprendrait des communistes, des socialistes et les amis de Madame Sandrine Rousseau, quoi. Enfin, je crois qu'ils se discréditeraient définitivement, c'est pas possible. Ça serait trahir les électeurs? Quelque part, oui, bien sûr. Alors, une question d'Alexandre Devecchio. Peut-être justement les électeurs. Moi, j'ai très bien compris ce que vous avez fait, parce que vous avez les électeurs, notamment, je pense, la majorité d'entre eux, des électeurs de droite avec vous. J'ai compris aussi qu'il fallait aller vite et pas forcément prévenir des barons qui vous auraient mis des bâtons dans les roues. Peut-être la seule chose, c'est pourquoi ne pas avoir fait un vote interne. Après tout, vous en seriez peut-être sorti encore plus renforcé. D'abord, on a fait une consultation interne où elle a permis de montrer que 60 000 militants soutenaient ma démarche. Les enquêtes d'opinion le démontrent. Mais pour organiser le congrès, c'est le vote des militants. Et il faut un accord du bureau politique qui était totalement verrouillé, quoi. Voilà, donc c'est un peu... c'est pour ça que j'ai pris cette position qui est personnelle, mais je l'assume à un moment... un chef doit donner le cap aussi. J'étais épuisé de ces débats stériles où il ne sortait jamais rien, où chacun ne regardait que sa petite ambition. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, M. Pradier est parti. D'autres, non, ça ne me surprend pas, parce que là, c'était souvent, les LR sont morts. C'était souvent une source d'incohérence. En tout cas, les LR qui veulent s'allier à la Macronie, oui, je crois qu'ils n'ont pas d'avenir. Leur avenir, c'est dans la Macronie, mais la Macronie elle-même est morte. Mais la marque, elle est morte. La marque LR. En tout cas, moi, je pense qu'il faudra demain refonder une grande famille de droite républicaine, et je m'y attellerai. Il y a aussi la question extrêmement présente de l'antisémitisme dans notre pays, avec des faits terribles comme le viol de cette petite fille de 12 ans à Courbevoie. Est-ce qu'il y a une responsabilité d'une partie de la classe politique, selon vous, dans cette montée de la haine contre nos compatriotes juifs qui disent qu'ils ne se sentent plus protégés par la République française? Naturellement, quand on voit les propos des insoumis qui ont pris pour cible Israël et les amis d'Israël, et donc quelque part le peuple juif d'Israël, mais les juifs du monde entier, avec une assimilation honteuse, eh bien ça attise les esprits haineux. On voit bien que M. Mélenchon a voulu installer le conflit à Gaza, le conflit de Gaza entre Israël et le Hamas sur le territoire national. C'est d'une gravité extrême. Et j'ai vu une forme d'hésitation du pouvoir dans la sanction qui devait être portée contre ceux qui avaient ces comportements insupportables. L'antisémitisme, c'est une infamie. Et je vois beaucoup d'amis de confession juive qui ne se trompent pas. Là aussi, il y a des institutions très politisées qui ont des propos tellement décalés par rapport à ce que les Juifs de France veulent attendre. Ils savent où est leur ennemi. Ils savent que ce sont les islamistes qui veulent les détruire. Ils savent très bien que ce n'est pas notre coalition qui présente une menace pour eux. Bien au contraire, c'est là sans doute où ils peuvent compter sur le plus de fermeté demain pour rappeler les principes républicains. Florian Tardif. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir les électeurs qui ont aujourd'hui, qui voteront potentiellement pour vous lors du premier tour, puis lors du second tour de ces législatives anticipées, qui font beaucoup d'espoir potentiellement donc en cette alternance que vous proposez aujourd'hui? Je m'explique, tout simplement parce que vous allez, et vous le savez, je le pense, tout simplement parce que vous faites partie de la vie politique de notre pays depuis bon nombre d'années maintenant, et qu'il y aura forcément des barrières, je pense notamment par exemple aux juges, aux magistrats ou autres, pour pouvoir mettre en place l'ensemble de la politique que vous défendez.
Nous savons qu'il y aura des obstacles, mais le courage ne déçoit jamais. Aujourd'hui, il faut tenter, il faut oser, il faut abattre les obstacles juridiques, politiques, l'immobilisme, l'impuissance, les petites lâchetés du quotidien, l'entre-soi parisien, qui a conduit à cette situation. Aujourd'hui, voilà, j'avais utilisé cette formule, on est en 58. C'est la fin d'un système politique déliquescent. Le général de Gaulle est revenu après cette 4e République qui s'était vautrée dans les combinaisons politiciennes. On y est. Monsieur Macron a transformé la grande 5e République du général de Gaulle en une médiocre ressucée de la 4e République. Eh bien, il faut refonder une 5e République puissance. Naturellement que le chemin sera difficile, mais le difficile sera aussi notre chemin. Et nous y arriverons parce qu'il y a cette volonté et je pense qu'il peut y avoir un immense soutien des Français. Mais Éric Ciotti, est-ce que ça peut se faire par une cohabitation? Parce que si votre alliance Bloc des droites emportait une majorité à l'Assemblée nationale, il faudrait encore composer avec Emmanuel Macron. Il reste jusqu'en 2027, a-t-il dit. Il bloquerait un certain nombre de réformes. L'article 20 de la Constitution est clair. C'est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation. Article 20, rien que l'article 20, tout l'article 20. Voilà, et nous le ferons respecter. Alexandre Devecchio. Projetons-nous. Le bloc national obtient la majorité absolue. Vous êtes nommé ministre de l'Intérieur. Quelle est votre première mesure ? Je ne ferai sûrement pas cette projection. Pas cette projection. Je sais pas pourquoi, j'en étais sûr. Alors, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur devrait faire en premier ? Nous sommes à la veille du premier tour. Ce qu'il faudrait faire pour restaurer l'ordre immédiatement, c'est d'abord s'attaquer à l'immigration, créer des places de centres de rétention pour les étrangers en situation irrégulière, et notamment ceux qui font l'objet des OQTF, avec des taux d'exécution des OQTF ridicules. Ça, on peut le faire. Il ne suffit pas de changer la loi. Là, si on passe des 1300 places opérationnelles dans les centres de rétention qui sont destinés à accueillir les étrangers en situation irrégulière à 5000 places, on peut installer des préfabriqués, on peut mettre des moyens. Tout de suite, on augmente les taux d'expulsion et notamment des délinquants. Ça, c'est une mesure très forte. Après, on va passer par le canal législatif. Augmenter la durée de rétention. 90 jours, en Allemagne, c'est 6 mois. Ça permet d'expulser plus loin. Avoir des actions diplomatiques vers les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants, et notamment les délinquants, ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires. On va dire à ces pays, si vous ne donnez pas de laissez-passer consulaires, si vous ne reprenez pas les gens qu'on ne veut plus chez nous et qui sont arrivés légalement, eh bien vous n'aurez plus de visa pour venir en France et vous n'aurez plus d'aide au développement. Voilà, donc il faut avoir une action diplomatique. Tout ça, ça nécessite de la volonté. Ensuite, il y a un texte sur la réponse pénale. Fin de l'excuse de minorité. Parce que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui peut tout seul répondre. Il y a un ministre de la Justice. Il y a la question de la réponse pénale. C'est là où sont les enjeux. Peine plancher, fin de l'excuse de minorité pour les mineurs, suppression des allocations familiales pour les parents des mineurs délinquants récidivistes. Ça, ce sont des mesures dans le temps de l'urgence. Après, il faudra réformer en profondeur tout notre système judiciaire, policier, son organisation pour que, notamment sur les enquêtes, il y ait plus de moyens pour les investigations, pour que nous allions vers des courtes peines aussi. Aujourd'hui, on a un système où on a voté des lois. Quelqu'un qui est condamné à 2 ans de prison ne fera pas de prison, ou 1 an aujourd'hui. Nous voulons même 1 semaine de prison. C'est très vertueux, ça se fait aux Pays-Bas. C'est très dissuasif. 15 jours, des courtes peines. À un délit, une réponse. Aujourd'hui, c'est à un délit, 10 ou 15 fois d'impunité, et quand c'est trop tard, une sanction, souvent trop tardive et trop faible. Éric Ciotti était l'invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup à vous. Merci Florian Tardif, Alexandre Devecchio et Tatiana Renard-Barzac. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve qui nous attend sur Europe 1 soir. Bonsoir Pierre, au programme. Bonsoir Laurence. Au programme, bien sûr, le Nini. Est-ce que ça convainc tous les membres de la majorité présidentielle ?